que ce qu'on a vu, c'est pas du cinéma. On rencontre ça tous les jours. Les personnes de la CIMAD pourront vous donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé, sur ces entretiens et ces détails à fournir à l'OFPRA ou à la CNDA. Il y a, quand elle parle aussi de l'attitude de l'Europe, de la France, de notre président, de l'ambiance générale, c'est pas du cinéma non plus, c'est comme ça. Ça ne se passe pas qu'au Darfour, enfin, ça ne se passe pas que pour les gens qui viennent du Darfour. Ça se passe pour ceux qui viennent de beaucoup d'autres pays, d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie, de Guinée, du Nigeria, un peu d'Amérique latine. Voilà. C'est pas très gai. Dans la région d'Aix-en-Provence, l'Aix-en-Provence et le sud du Luberon, le collectif Agir accueille les personnes qui demandent l'asile. Je vais dire, je vais être un peu désagréable, quand ils sont arrivés à dépasser la frontière, ce qui est absolument illégal, l'arrêt empêcher des gens de revenir demander l'asile en France, enfin, surtout quand ils ont passé la frontière, c'est illégal de les renvoyer, c'est ce qui se fait en France depuis longtemps, y compris après la condamnation par la Cour européenne. La France continue. Voilà, le collectif Agir les accueille, ceux qui sont dans la rue, qui ne sont pas hébergés par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devrait les loger. 50% ne sont pas logés dans la région, ils sont dans la rue. Donc le collectif Agir en loge quelques-uns en fonction de nos places, de nos ressources, des bénévoles pour les accueillir, voilà, et des places d'hébergement qu'on trouve. Le collectif est composé d'associations, entre autres la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, qui est là, beaucoup, Emmaüs, enfin, une trentaine d'associations qui ont créé le collectif Agir, et beaucoup de bénévoles, de particuliers, il y a 500 adhérents à peu près. On n'a pas de subvention, bien sûr que non. On a l'avantage d'être très libre, voilà. Et on leur propose, au niveau de l'accueil, l'hébergement, l'apprentissage du français, l'aide au parcours administratif et juridique avec la CIMAD, la recherche d'emploi ou de formation, la découverte du monde du travail, le rapport avec la santé, on les suit à ce niveau-là, et on les accompagne tous. Voilà. On est ravis que vous soyez là, aussi nombreux et que vous restiez encore. Je passe la toi, à la Ligue des droits de l'homme peut-être, ou à toi. Des questions, je sais pas. Est-ce qu'il y a de public? Si vous avez des questions, on pourra parler du coup. Non, mais peut-être qu'on pourra présenter voilà, chaque association se présente un peu et après on répondra à vos questions en fonction de. Ouais. Bon, je sais pas quoi dire. La Ligue des droits de l'homme a fait partie, une association qui fait partie du collectif Agir. On est un certain nombre à y travailler. Je trouve que ce film est admirable et j'aurais bien aimé vous faire réagir, en particulier concernant l'OFPRA, puisqu'on a vraiment la preuve terrible de la présomption de mensonge dont l'OFPRA accable les demandeurs d'asile, et puis la CNDA et cette vieille dame formidable, le travail qu'elle fait, grâce à qui elle sauve la vie de ses Soudanais. Voilà. Voilà. Merci, madame, un petit mot. Peut-être Emmanuel. Et qui peut réagir sur le film. Sur le film, peut-être. Bah, effectivement,
moi j'ai vécu un peu ce qu'a vécu la dame. Sauf que moi je ne suis pas directeur de recherche émérite au CNRS et que tout ce que les gens pouvaient me raconter, je ne pouvais pas attester que c'était vraiment la vérité. Mais c'est vrai que toute la difficulté, par exemple, pour essayer de retrouver d'où venaient les gens, pour essayer de leur faire dire effectivement le nom de leur village, le nom de leur ethnie, c'était toujours très difficile à faire. Donc, je regrette que je n'ai pas l'impression qu'il y ait des familles qui ont réussi à obtenir l'asile grâce à l'aide d'Agir en particulier, puisqu'il y en a plusieurs quand même dans la région, des gens du Darfour, qui ont réussi à obtenir l'asile, la famille, je ne vois personne, mais la famille Ahmed qui habite depuis sa préparade, un nommé Younes, dont je me souviens aussi, qui a vécu au final, puis des Janjaouis à chercher de l'or pendant des mois. Voilà. Il y a des tas d'exemples comme ça qu'on pourrait vous raconter. Juste un mot pour illustrer notre rôle qui reste modeste à la CIMAD, oui. Christine de la CIMAD. Si on arrivait à lire les sous-titres, on comprenait que les gens à qui l'asile était refusé, il y avait très souvent un problème de communication. Ils n'avaient peut-être pas pu ou su formuler les points précis qui auraient pu changer le sens de la décision. Et à la CIMAD, quand nous avons nos permanences, ce que nous faisons, et on a presque honte de parler après Marie-Josée Tuliana, mais c'est les aider à mettre en ordre ce qu'ils vont avoir à développer pendant leur entretien. Parce que dans leur premier entretien, ils sont seuls. Il peut y avoir un interprète, mais c'est eux qui parlent dans leur langue d'origine, c'est eux qui parlent et qui doivent se défendre. Et c'est là où nous intervenons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon appartenance à la CIMAD est récente et je dois dire que je suis complètement édifiée par la qualité et la détermination des gens qui y travaillent. Et nous sommes tous des bénévoles, en tout cas sur le... Tous des bénévoles à la CIMAD, à la LDH, au collectif Agir, ce sont tous des bénévoles. Et puis dans la salle, on va faire passer un micro si certaines personnes veulent poser des questions, ou faire un commentaire. Ça va peut-être venir. En attendant, je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas comment dire, une ancienne officière de protection de l'État a raconté son expérience et a élaboré un manuel du parfait demandeur d'asile. Et elle met extrêmement bien en évidence le fait que le premier entretien à leur bras, en effet, c'est une situation de communication tout à fait particulière et piégée et très dissymétrique. Le demandeur d'asile doit faire un récit, plus qu'une argumentation. Les documents de l'OFPRA précisent ça. On lui demande de faire un récit factuel et rationnel d'événements en général profondément traumatiques. Donc, on est toujours très factuel et très rationnel quand on raconte ces traumatismes, sans doute pas. On lui demande aussi de préciser, vous avez vu, ça revient dans le film, son origine géographique, ethnique, etc. Mais il est face à des gens qui, en général, ne savent rien ou très peu de ce dont ils parlent.
Donc on a une situation où c'est lui qui a la connaissance, mais c'est la personne en face qui doit décider s'il dit vrai. Donc évidemment, la seule solution, c'est effectivement dans le cas où on a quelqu'un comme Marie-Josée Tupiana, qui elle a une connaissance approfondie de ceux dont parlent les demandeurs d'asile, et puis en outre, il y a aussi toute l'empathie nécessaire, la patience, le temps consacré, le bénévolement aussi. Alors, je pense qu'en tapant tout simplement un manuel du parfait demandeur d'asile dans un moteur de recherche, on retrouve, je n'ai pas apporté le lien malheureusement, mais c'est une lecture fort intéressante. Une des grosses difficultés qui apparaît, c'est aussi la capacité à dire ce qui leur est arrivé après les traumatismes qu'ils ont eus. Ce qui intéresse l'OFPRA ou la CNDA, c'est les raisons du départ, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils risquaient leur vie à rester, et pourquoi ils risquent leur vie en revenant. Le trajet n'est pas pris en considération pour savoir si on leur donne la protection ou pas. Or, le trajet, il y a eu des traumatismes phénoménaux, il y en a eu au départ avec la séparation, et puis il y en a eu pendant tout le trajet. Et puis il y en a en arrivant en France. C'est pas fini. C'est pas fini quand ils sont sur le territoire, dans l'espace Schengen. C'est nouveau, c'est pas fini. C'est pas fini quand ils arrivent en France et qu'ils demandent l'asile. C'est pas fini quand ils ont l'asile. Et en France, ça n'est pas fini quand ils ont l'asile. Quand ils ont le droit d'asile, ils sont le droit commun, sauf qu'ils n'ont pas d'hébergement, pas de ressources, pas de caution pour trouver un hébergement, pas encore de travail. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont trouvé du travail. Donc, c'est pas fini, c'est long. Quand ça marche et qu'ils arrivent vraiment au bout, je crois que c'est pour ça qu'on se bat et qu'on est là, parce que c'est heureusement que de temps en temps, ça aboutit et que ça aboutit par de belles choses. Il y a pas mal d'enfants qui sont nés, qui sont des petits du collectif Agir. Donc, ils ont tous comme troisième prénom collectif Agir. C'est pas vrai. Qui sont nés alors qu'ils étaient accompagnés par le collectif et qui sont nés en France. Il y a beaucoup de familles qui sont accueillies. Au début du collectif, il y avait essentiellement des hommes célibataires, enfin seuls, on va dire, en tous les cas. Et maintenant, il y a beaucoup plus de familles, plutôt même presque peut-être plus de familles ou de couples ou de femmes avec enfants. Voilà. Enfin, si vous avez des questions, dans tous les cas, il y a des listes sur lesquelles des papiers sur lesquels vous pouvez vous inscrire, c'est important pour nous, pour avoir des informations et pour être donateur éventuellement. Bonsoir, vous m'entendez? Il y a juste une remarque par rapport au film et par rapport à ce que vous dites. C'est que ce qu'on remarque et qui est assez bouleversant, c'est que finalement ce régime du soupçon, sur lequel vivent à la fois l'OFPRA, les demandeurs d'asile, l'anthropologue qui essaie un petit peu de démêler tout ça, va de pair avec cette politique du chiffre. On voit bien que c'est un peu, c'est pas la focale du documentaire, mais ça apparaît très, très fortement. Cette politique du chiffre qui va justement tirer les agents de l'OFPRA, j'imagine, à être de plus en plus suspicieux. Et ça amène à des situations assez de contresens total, notamment cette femme qui essaye de dire voilà, c'est risqué pour la victime en raison de l'excision, quand on sait que par ailleurs on a des discours politiques récurrents autour de ces questions-là, du genre de la sexualité dans ces pays-là, où l'excision va être mise en avant comme étant quelque chose à combattre, et puis là, cette femme-là, on refuse parce qu'elle n'est pas capable de prouver qu'elle a une position finalement qui est la sienne, qui est anti-excision. Donc c'était assez... on nage en plein délire en fait. Et je n'ai pas vraiment de question, c'était cette remarque-là, peut-être une petite question factuelle. L'OFPRA relève du ministère de l'Intérieur? L'OFPRA, normalement, c'est indépendant. C'est indépendant, mais c'est un organisme qui dépend de l'État, c'est l'administration.
mais théoriquement dépendante. La CNDA, c'est la justice. C'est plus l'attitude de l'Europe, quand même, vis-à-vis de l'immigration. L'Europe, là, Mme Toubiana a beaucoup parlé de l'argent qui avait été donné au Soudan, pour les garder, à la Libye, y compris des vaisseaux pour garde-côtes, à la Turquie, pour garder pour pas qu'ils passent la frontière, sûrement d'autres peut-être encore, je ne sais pas. On peut parler de l'Angleterre qui a passé un accord avec le Biafra, avec le Rwanda. On vous paye et on les met tous, ils arrivent chez nous, on les met dans un avion, on les envoie chez vous. Ils n'arrivent pas du Rwanda, ils arrivent d'ailleurs. Le Danemark veut en faire autant. Le Danemark veut en faire autant. Le Danemark est en train d'en faire autant. On vous paye et on ne sait pas quoi en faire, on vous les envoie. Voilà, c'est quand même très fort. On pourrait parler aussi d'une police des frontières de l'Europe, qui s'appelle Frontex. Frontex, qui est la police des frontières de l'Europe, qui devrait voir ce qui se passe autour de l'espace Schengen, aux frontières de l'espace Schengen. Frontex coûte très cher à l'Europe. Et quand Frontex apprend que la Grèce renvoie des réfugiés qui arrivent chez elle en Turquie, Frontex se ferme les yeux, ne dit rien, disparaît, va voir ailleurs. Voilà. On n'est quand même pas dans un... Voilà, il y a beaucoup de progrès à faire, on va dire ça comme ça. On a énormément de progrès à faire. Oui, je voulais aussi juste saisir l'occasion de dire qu'à l'OFPRA, il y a effectivement une politique du chiffre. Mentionné les officiers de protection, on leur demande aussi de ne pas accorder trop d'asile. Bonsoir, je voulais juste témoigner. Alors déjà, je n'étais pas du tout prête à voir un film aussi poignant. Merci. Merci Clara et Kelly, qui sont aussi du domaine associatif, mais dans une autre branche, contre l'isolement des personnes âgées, de m'avoir invité ce soir. Et moi, je voulais témoigner à titre personnel. En fait, j'ai pu travailler au sein d'un chantier d'insertion en maraîchage avec une personne qui vient effectivement du Soudan et qui je pense, est passée par votre association parce qu'elle avait souvent au boulot le t-shirt. Et voilà, c'est très émouvant. Je ne sais pas si elle est arrivée dans le bon pays, parce qu'en France, il y a des choses à faire. Enfin, en tout cas, le chantier d'insertion par lequel je suis passée, je trouve que c'est une passerelle magique et ça devrait exister et se propager, parce que voilà, c'est un moyen déjà de revenir à la terre. Et moi, j'ai vu cette personne, en tout cas, on était tous en train de se plaindre, voilà, les petits Français capricieux, ils se plaignaient jamais, ils n'étaient jamais fatigués, et voilà, c'était une personne qui me restera gravée dans ma mémoire, et je trouve que ce que vous faites, c'est chouette, mais au niveau politique, ça merde. Donc voilà, il faut faire des choses contre ce régime qui pense trop à l'argent et pas assez aux personnes, quoi. Après, voilà, j'aurais aussi d'autres choses à dire, mais là, c'est tout. Et je vous souhaite à tous les exploits, du courage et comment dire. On a un beau pays, mais on ne l'exploite pas assez et il y a de la place pour tout le monde. On a une France magnifique, on devrait revenir aux vraies valeurs. Là, quand je vois le film avec tout ce pastoralisme et tout, c'est ce qu'il nous faut. Donc, voilà. Pour aller dans un champ, pour aller dans une entreprise d'insertion, il faut avoir le statut. Il faut être réfugié. Il y a un chiffre qui était très intéressant, qui permet de rectifier un petit peu les données qu'on a par les médias. 2017, 0,02% de demandeurs d'asile, 0,02% de la population française. Voilà, c'est des chiffres. Alors on parle
je ne sais plus comment on dit, grand remplacement, je crois. Mais bon, c'est une façon. Il y a une autre façon de présenter les chiffres, enfin d'utiliser les chiffres d'une façon malhonnête, c'est quand on parle de réfugiés en France, c'est les gens qui viennent. Les réfugiés, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui est en France. Et quand on parle du nombre de réfugiés en France, on oublie que la plus grande partie de ces réfugiés sont les étudiants. Ça, on ne dit pas. Hein. Que la deuxième partie, je crois que c'est le regroupement familial. Donc c'est des gens qui sont en règle en France et qui ont le droit de faire venir leurs enfants et leurs femmes. Voilà, c'est avant d'être des réfugiés, des personnes qui viennent chercher du secours, c'est d'abord les autres. Et on fait un amalgame, réfugié, c'est comme ça permet de donner du poids à des discours malsains.